Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse, on décortique et on commente l'actualité ambiante. Cette semaine, pour amener son aura de sagesse sur l'actualité de la région et du monde, Monsieur Jules Simard. Salut bien. Ça va bien? Oui. Ouais. Avec des grippettes, pas nécessairement moi, mais dans la famille. Mais c'est que tu veux, il paraît que c'est la période. Et on a encore un hiver qui ne veut pas trop partir, même si on se ramasse au mois de... On va avoir encore une tempête. Je pense qu'on a eu dans les deux dernières tempêtes, on a eu plus de neige que ce qu'on avait eu depuis le début de l'hiver. Ben, c'est l'hiver, je commence à avoir de la misère à mettre. Oui. Non, c'est ça, mais il disait que c'était l'hiver où il y a le plus de neige dans les 30 dernières années. Ah oui, oui. Ah, il paraîtrait qu'il n'y a pas de changement climatique à tort. Faire la différence entre la température et le climat. Deux choses bien différentes. Bon, ben on va se lancer sur un gros sujet. Je voyais dans le Nouvel Hebdo cette semaine les gens de chez Garmin Impression qui disaient hey, le prix du papier est tellement monté, on ne sait plus comment on va faire. Là, on arrive à la pompe à essence. Là, le prix est rendu à 1,90 $. Oui. Là, on arrive à l'épicerie. Tout coûte plus cher. Je voyais des statistiques. Là, en 4 ans, une épicerie pour une famille de 4 aurait monté d'environ 4 000 $ par année. C'est énormément d'argent. L'inflation, là, ça devient compliqué. Puis là, les prix de l'électricité, on trouvait que c'était une bonne idée d'indexer les prix de l'électricité à l'inflation il y a quelques années. Puis aujourd'hui, l'année prochaine, on va capoter. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est quoi ton analyse? Tu sais, sur l'inflation, mais là, on a plein de sujets qu'on peut discuter, là. Mais là, le citoyen, il est fourré. Là. Ah oui, complètement. Complètement. On est... ceux en plus qui ont une forme de revenu fixe, là, on les fait à l'os. Oui, ben oui. Ce qu'on était capable de s'acheter il y a un an, on n'est plus capable aujourd'hui carrément. En fait, vive la pandémie, il paraîtrait que c'est l'origine de tous ces problèmes à caractère économique. On vit dans un régime capitaliste. Ouais. Et dans un régime capitaliste, la fameuse loi de l'offre et de la demande fait en sorte que théoriquement, c'est bon pour les environnementalistes en ce qui regarde le pétrole, par ailleurs. Les autres, ça fait longtemps qu'ils disent qu'on ne paye pas le pétrole assez cher, donc peut-être que, mais qu'on le paye un peu plus cher, on va peut-être moins consommer. Ça, je suis loin d'être sûr actuellement de ce qui va se passer là-dessus. Écoute... J'ai une question pour toi sur le pétrole, là. Comment ça se fait que quand, mettons, là, il y a une conjoncture économique, que le prix du pétrole monte, là, à la pompe, là, dans la semaine, là, la journée suivante, ça monte en flèche. Théoriquement, dans chaque 3 mois. Oui, mais quand le prix du pétrole baisse, du baril, là, il nous dit tout le temps, ça va prendre du temps, là, le temps que ça se rende à la pompe. Pourquoi ça prend juste du temps d'un bord puis ça n'en prend pas de l'autre bord? Exact. Ça, là-dessus, je pense que ça serait une très bonne question à poser à la Régie de l'énergie au Québec. Qui est sous surveillance, d'ailleurs. Qui regarde ce qu'il y en a. Entre autres, ce qu'on nous dit tout le temps, c'est que le prix d'aujourd'hui, que tu achètes ton pétrole, c'est pas le prix que tu vas payer demain matin. Parce que celui-là que tu vas payer demain matin, c'est il y a 3 mois que tu l'as négocié et il était à tel prix. Alors, quand tu l'as acheté à 80, mais là, 65 $ du baril, que tu le payes aujourd'hui, parce que il y a 3 mois, il était à ce prix-là, là, quand tu me le vends, 1,95 $, où est-ce qu'elle va l'argent? À part qu'elle allait dans les poches des actionnaires des pétrolières. On serait-tu en train de se faire avoir? Ben, on se fait carrément avoir. De façon d'une autre, dans ce contexte-là, c'est ça, c'est qu'on invoque la fameuse loi de l'offre et de la demande. Mais l'offre et la demande, là, c'est que tu veux que je te dise, là, tu penses-tu qu'au Canada, là, actuellement, il y a une province qui se tape dans les mains, là, hein? Là, l'Alberta est bien contente parce que son pétrole qui est sale peut peut-être être en mesure de se vendre carrément parce que quand il était à 60 $ du baril, il n'était pas rentable de le faire. Tandis que là, à 120, on est rendu pas loin de 120 du baril. Là. À 120 du baril, là, je ne sais pas si tu sais, mais ils vont-tu en produire du pétrole sale? Toi? Ils peuvent bien vouloir nous l'envoyer dans l'Est, puis qu'on passe avec... Là, ils pensent tous que ça va faire en sorte que GNL va revenir au monde, puis que tous ces projets-là vont revenir au monde. Oui, mais on sera vraiment capable d'aller correspondre actuellement aux besoins de l'Europe, qui, eux autres, s'alimentent essentiellement en Russie. En plus, non seulement ça, c'est que tu ne peux plus
l'acheter dans un certain... Parce que tu peux... Comment tu le payes? Non, puis tu sais, le pétrole, par exemple, de l'Iran, de l'Algérie, de l'Arabie Saoudite, il est déjà là en fonction, il est là, là. Nous autres, par exemple, si on redémarrait, ce qui serait une très mauvaise idée, selon moi, GNL le Québec, bien là, c'est pourquoi? Pour dans 5 ans, 6 ans? Exactement. Ça ne serait pas pour répondre au contexte de ce qu'il y en a. On est, oui, à la merci de ça. C'est un peu la même affaire lorsque tu regardes, tu regardes la conséquence que ça a sur la production agricole. Ben oui. Ça a une conséquence. Aujourd'hui, quasiment pas d'agriculteurs ne travaillent pas avec un tracteur pour pouvoir faire en sorte que... Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça te coûte beaucoup plus cher de faire rouler ton tracteur. Si ça te coûte beaucoup plus cher de faire rouler ton tracteur, puis tu as le même prix pour ton litre de lait quand tu le vends, là, tu viens, toi aussi, de te remettre dans la chenoute à ce moment-là. Alors, c'est pour ça qu'on se ramasse avec des paniers de provisions, semblerait-il. Je pense qu'il y a beaucoup il y a plus que la question de l'offre et de la demande. Là. Il y a de profiter de la situation où tu as une demande de certains biens qui n'a pas nécessairement augmenté, à part la vente des armes aux États-Unis. Christophe, tu n'as pas grand-chose de plus qui a été augmenté. Mais as-tu l'impression, même là, quand tu vas à l'épicerie, que les tablettes sont plus vides, on dirait qu'il manque de... Semblerait-il. Je vais malheureusement moins souvent à l'épicerie, mais ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, il y a des tablettes, là, on a des tablettes qui sont complètement vides, habituellement, parce que, bon, est-ce que... Il y a plusieurs choses qui peuvent être arrivées. Est-ce qu'on a, à cause du fait qu'on est déjà obligé, on a été dans l'obligation d'arrêter la production voilà un an et demi, parce qu'on a mis tout le monde sur off au niveau de l'économie. Est-ce que c'est juste cet élément? Je ne pense pas, parce que des biens essentiels tels la nourriture, il n'a pas été arrêté, elle. Non, OK? On a eu, oui, fort probablement des catastrophes à caractère naturel qui ont eu un impact sur la production de ces biens-là, mais pas suffisamment pour faire en sorte que, dans certains cas, là, ça l'augmente de 40 le bien que tu achètes. Alors, je pense qu'il y a du monde un peu qui profite de la situation. Malheureusement, ils ne sont pas beaucoup. Et c'est tout le temps les mêmes. Et c'est toujours les mêmes, et c'est toujours les plus riches. Et puis, c'est nous autres qui payons. Je dis nous autres parce que je suis loin d'être. Oui. Parce que ça peut avoir des incidences peut-être positives pour certains entrepreneurs. Moi, je regardais, mettons, le prix du blé va sûrement augmenter. Oui. Parce que nous, on en produit beaucoup. Puis là, l'Ukraine en produisait, en produiront pas beaucoup cette année, j'ai l'impression. C'est ça. Fait que, mais ça va être l'offre et la demande, donc ça va être normal que, par exemple, le pain, tout ça, augmente parce qu'il y aura plus de demande pour notre blé, là. Il va y avoir plus de demandes pour le blé. Donc, dans ce temps-là, la fameuse loi de l'économie fait en sorte qu'il y a plus de demandes. Donc, pour être capable d'arriver, tu augmentes les prix pour pouvoir là. La question, c'est, ça coûte combien pour le produire? Et est-ce que ça coûte plus cher pour le produire? On a un phénomène aussi que, je ne sais pas jusqu'à quel point des économistes pourraient l'analyser. En tout cas, c'est une hypothèse que j'aimais, OK? Oui, j'aime ça. Une hypothèse que j'aimais. On a eu, lors de la pandémie, on a fait arrêter le monde de travailler et on leur a donné ce qu'on a appelé la PCU. Ouais. La PCU, c'était 500 $ par semaine et ça, c'était plus que le salaire minimum. Donc, on a beaucoup de personnes au salaire minimum qui ont perdu leur emploi à cause de la pandémie et on leur a dit, bon, bien, pour que vous puissiez être compensés, on va vous... Là, l'économie recommençait. Tu vas recommencer au salaire. Ben non, hey, il vient d'avoir 500 $ par mois, par semaine pour pouvoir être capable. Pourquoi elle retournerait à 400? Là, moi, là, je me restais là-dessus. Là. Jusqu'à quel point ça ne l'a pas amené. Et d'ailleurs, au début, il y a eu des statistiques un peu qui sont sorties. Quand la PCU a sorti, il y a eu une augmentation des ventes à l'échelle de tous les biens, pas juste de l'épicerie. C'était aussi l'idée, c'était de soutenir l'économie. Bien, c'est ça, oui, mais on n'en produisait plus. Oui. Hein? Donc, quand tu n'en produisais plus, là, ce que tu as vendu... Ça aurait été quoi la solution? Laisser le monde plus travailler? Non. La PCU, je ne pense pas que... Sauf que ce que ça l'a fait,
en sorte que c'est ce qu'on a donné, a fait en sorte que, par rapport à ce qu'on donne au salaire minimum, ça l'a fait en sorte qu'on avait... De toute façon, ça ne nous donnait plus rien à la... Le salaire minimum, c'est une absurdité. Tu travailles 40 heures au salaire minimum, puis tu es sous le seuil de la pauvreté. Ben oui. La question, c'est... Moi, c'est pour ça l'impact que ça a aussi sur la question de la demande. Moi, c'est là-dessus que je voulais faire regarder. On a eu un impact sur la demande. Comme j'avais plus d'argent dans mes poches, j'en ai peut-être profité. D'ailleurs, tu sais comment est-ce qu'on a eu des problèmes avec ceux qui voulaient faire des rénovations puis ces choses-là, parce que là, les produits se sont augmentés et on en a manqué. Puis on avait du temps pour faire la rénovation de l'intérieur de chez nous. Hein? Alors, ces phénomènes-là, jusqu'à quel point ça contribue à faire en sorte qu'on se ramasse dans une période d'inflation comme on est là et qu'on n'a pas vécu depuis... Puis qui n'est pas terminé. Non, c'est pas terminé en raison, entre autres, du conflit en Ukraine qui fait en sorte que certains biens sont moins disponibles ou qui vont augmenter. Hein. Mais ça fait en sorte que le système capitaliste est ainsi fait, c'est que tu n'as pas de structure pour atténuer certaines règles, telles la fameuse règle de l'offre et de la demande. Ouais. Mais dans l'offre et de la demande, il ne faut pas oublier une affaire, c'est que tu as du monde qui, oui, c'est une règle pour régulariser, mais par contre, c'est aussi une règle qui permet à des individus, et je dis bien des individus et non pas juste des corporations, de pouvoir s'enrichir sur le dos de l'autre. Ben oui. Ça, si tu vas reconnaître mes vieilles velléités socialistes là-dessus, mais c'est que tu veux que je te dise, vive Karl Marx. T'as voté pour le crédit social, toi. Ça a dû être ça. OK, je t'amène... Dans le temps, on votait à Crédit social parce que nous avions un gars qui s'appelait C.A. Gauthier, qui représentait comme travail de député quelqu'un de très bien parce que lui, les problèmes d'assurance chômage dans notre secteur, il trouvait une solution. Ouais. Là, je t'amène sur un autre dossier où on risque de te faire bondir de ta chaise. Bon... On arrive en campagne électorale, c'est même déjà un peu commencé, mais lors de la dernière campagne électorale, la CAQ avait promis de décentraliser 5000 postes de fonctionnaires en région. Ça n'a pas été du tout fait. Là, un an, même pas avant les élections, on dit finalement, on va en transférer 2000 selon les endroits où ils en ont le plus besoin. Et nous, par hasard, c'est Alma qui a le plus besoin de ces emplois-là. Et là, il y a une levée de bouclier immense dans Maher-Chapdelaine, je pense avec raison. C'est quoi ton analyse de cette situation-là? Pourquoi on choisit Alma? Il me semble que si on dit on va analyser les secteurs qui en ont le plus besoin, on le sait que c'est beaucoup plus dévitalisé dans Maher-Chapdelaine qu'à Alma. C'est essentiellement une décision à caractère électoraliste qui vient d'être prise et par un député qui, dans son coin, s'occupe de sa job, alors que nous, ici, on a dormi au gaz. OK, bon, je le dis carrément comme ça. C'est plus une opinion, tu me diras, qu'une analyse, mais c'est ce qui se passe. Parce que je voudrais juste qu'on... Écoute, je ne te ferai pas l'historique de tout ce qui se passe, mais je m'en vais te donner 2 ou 3 éléments. En 1971, OK, alors que l'on décide... Oui, mais je sais, mais alors qu'on décidait d'implanter un collège dans le secteur, OK, on a décidé, parce que le député était de Saint-Félicien, de dire que c'est à Saint-Félicien que nous allons installer un cégep parce que, géographiquement parlant, il est plus centralisé. Et non pas parce qu'il y avait le plus d'étudiants, parce que le secteur qui était défendu par lequel il y avait le plus d'étudiants, c'était le secteur d'ici. Mais on a tenu compte essentiellement d'une décision qui a été politique parce que l'électoraliste, je dis même pas politique, parce que politique, ça aurait pu avoir des choses. Électoraliste, OK, on met ça à Saint-Félicien. Tu as eu, OK, dans les années, au cours des années 2000, je vais en sauter une couple là, parce qu'on a eu d'autres. OK, au cours des années 2000, on a eu l'implantation de services, pas de services, mais d'une politique qui faisait en sorte qu'on faisait la nouvelle technologie, on implantait de petits, je ne me souviens pas du nom exact de ce qu'il y en était. Et j'étais même attaché politique dans ce temps-là. Et la décision, l'analyse des fonctionnaires, c'est qu'on implantait cela à Saint-Félicien,
OK? Et non pas à Dolbeau-Mistassini et surtout pas à Normandin, parce que moi, je me battais pour faire en sorte que je disais, écoute, on vient de perdre à Normandin, on venait de perdre Nutrinor, qui venait de fermer tout un gros bâtiment pour rapatrier ces gens-là dans le secteur d'Alma, Métabetchouane, mais à ce temps, aujourd'hui, c'est fermé. Et il y a de la place pour faire ce genre de... Tout ce qu'on avait besoin, c'était l'espace à bureau avec des ordinateurs. On a de la place pour le faire. Pourquoi est-ce que c'est que vous ne venez pas? Et de surcroît, on aurait pu faire développer des produits intelligents sur l'exploitation agricole. Écoute, on est dans un milieu agricole, puis on est même dans un milieu forestier. On aurait pu faire, inciter des gens à venir travailler dans ces secteurs-là pour tu bénéficiais de crédits d'impôt à l'emploi, puis donc on aurait fait venir dans le secteur. Ben là, regarde, on fait ça à Saint-Félicien. Sais-tu comment est-ce qu'il y a eu l'entreprise, toi, à Saint-Félicien, qui sont allés s'implanter là-dedans? Zéro, Hériboire. Zéro. Zéro. Et puis, ici, on aurait pu avoir... Ici, on se disait, ah, ben regardez, si vous en avez des projets, là, à Dolbeau-Mistassini ou dans le secteur, on va vous permettre de faire d'une petite entreprise. On va... Tu sais, vous n'êtes pas obligé d'avoir un... Il y en a eu. Je le sais qu'il y en a eu 2. Des projets qui ont été menés par des gens, dont un en médecine, où la personne travaillait à mettre de l'avant un logiciel qui allait être applicable en médecine. Et malheureusement, je ne sais pas où il en a été rendu, mais ce que je veux dire, c'est que oui, on en a pu développer davantage déjà à ce moment-là. Toujours dans les années 2000, hein, à un moment donné, on a un hôpital ici, et puis on décide de faire la centralisation de tout ça dans un CIUS, et on fait en sorte que le secteur d'ici n'a pas personne qui siège sur le conseil d'administration pour faire connaître les velléités du milieu. Hein? Ça, c'est un autre claque sa gueule qu'on a reçu. Gaz naturel aussi? Le gaz naturel, ça a été pareil, entre autres dans les années 90, où est-ce que là, on faisait, puis je me souviens, c'était le premier ministre, c'était Bouchard dans ce temps-là, et je me souviens, on avait fait, j'étais encore attaché politique, tu me dis, j'en ai manqué quelques-unes, c'est vrai, là, mais on était, et je me souviens, on avait présenté avec M. Laprise un document qui disait que oui, on fait venir du gaz naturel dans le secteur, mais ce serait peut-être pertinent aussi qu'on le fasse traverser la Chapmouchouane pour pouvoir être en mesure de desservir le secteur d'ici. On a eu la décision du ministère, et la décision du ministère s'est arrêtée à Saint-Félicien. Alors, Saint-Félicien peut bénéficier, effectivement, et depuis ce temps-là, de gaz naturel. Nous, on s'est battu une couple de fois de plus. C'est encore sur la table. Et ça devient encore, parce que là, on a décidé de refaire un autre tracé pour pouvoir être en mesure de le bénéficier. Bon, c'est que tu veux que je te dise, en plus, là, la question, le gaz naturel, avec toute la question de l'inflation et de ce qui se passe actuellement, ça devient même plus cher que d'acheter de l'électricité. Ben oui. On est peut-être capable de faire de l'électricité un petit peu plus. Garde, ici, juste la question de l'électricité. Ouais. OK? On faisait des mini-centrales. Nous, on en avait un projet dans le secteur d'ici, de Mistassini, sur la rivière Mistassini. Un projet de mini-centrale à caractère écologique, puis tout le kit. Bon, on l'a eu 10-20 ans après, là, ouais. OK? Quand on a réussi à avoir la 11e chute, parce qu'on on en avait un à Fleur d'eau à la 5e chute, là. OK? Bon, il n'y a jamais eu lieu. Mais pendant ce temps-là, on s'organisait pour qu'à Val-Jalbert, on puisse l'avoir. Tu me diras... Tu dis c'est le même pattern, en fait. Tout le temps. Tout le temps. Et c'est encore pour ça qu'on décide de mettre des fonctionnaires Alma pour ne pas les envoyer. Qu'est-ce qu'on n'aime pas écoute, en plus, j'écoutais le préfet qui disait, Luc Simard qui disait, écoute, on avait un des critères pour pouvoir faire en sorte que, c'est que si on est dans un milieu qui se dévitalise, ça serait pertinent de faire venir les fonctionnaires en région pour être capable d'être proche de la réalité. On n'a même pas tenu compte de ça. Là.
c'est comme je te dis, il y a un député qui s'est tenu debout, qui est allé voir la gang qui prenait des décisions, pas qui prenait des décisions, qui suggérait les décisions à prendre, et il a joué son rôle d'influence en disant « bing bang, c'est à moi qu'il faut que ça vienne s'installer. » OK? Nous, ici, il paraît qu'on l'a appris en même temps que la nouvelle a été lancée sur les ondes. Écoute, entre moi et toi, par boîte à beurre, là. Mais là, le gouvernement, est-ce que c'est canné ou il peut encore changer d'idée? Parce que là... Fort probablement. Moi, ça m'apparaît effectivement être au départ un ballon électoral. Oui, oui, oui. OK? Ben, quand c'est la deuxième fois qu'on annonce exact, quelque chose... un ballon pour pouvoir faire en sorte qu'on est peut-être capable de faire quelque chose, mais c'est pas en se taisant qu'on va être capable de faire quelque chose. Je suis content de voir et le maire et les maires, via le préfet, indiquer que on ne l'accepte pas et il ne faut pas l'accepter, cette décision-là. Il y a... je reviens à ce que le préfet disait. On est la MRC de Maria-Chapdelaine, la région, le secteur où il y a le plus d'exploitation en caractère forestier en pourcentage, là, ouais. OK? C'est quoi le ministère des Terres et Forêts? Ben là, on pourrait revenir sur le forestier en chef qui n'a jamais voulu venir habiter à Roberval. Non, seulement il y a... Mais encore là, le forestier en chef, ça a été quoi? C'était Cap Blackburn qui était là, puis qui était au pouvoir, puis qui a réussi à faire en sorte qu'on a dit on va l'installer à Roberval. J'allais dire une méchanceté. Mais dans les terrains, dans les bâtisses de son Et là, fait que là, ce que je comprends, c'est que toi, tu dis, là, tu espères hein, que dans la prochaine campagne électorale, Mme Guillemette, la députée de la CAQ qui risque de se représenter, mette un peu du gaz, là, puis disent, là, non, il faut que ça vienne dans notre coin, puis Dolbeau-Mistassini, ça serait la place. Là. C'est ça un peu tes attentes, là. Oui. Ouais. Sauf que je pense que ça va prendre autre chose qu'avec les élections pour pouvoir attendre. Il faut faire reculer le gouvernement. Et ça va être, non pas en faisant avec des camions à Québec une manifestation, mais beaucoup plus que ça. Il faut indiquer puis déterminer pourquoi est-ce que dans ce secteur-ci, on est continuellement pénalisé. Et même si nous sommes la 4e ville en importance, Gériboire, dans la région, OK, je ne parle pas juste de Dolbeau-Mistassini, je te parle de tout le secteur aussi, de la MRC. Oui, c'est pas vrai. Ah oui, je voulais juste te ramener un petit point. On a réussi une chose depuis tout ce temps-là sous le gouvernement, pas sous le gouvernement, mais sous le gouvernement de M. Brassard, qui était le maire à ce moment-là. On a réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pas une MRC dans le comté Roberval, mais 2 MRC dans le comté Roberval. Ça a été un gain. Ça a été un gain parce qu'on a pu être en mesure de se dire que tant qu'à mettre un gouvernement de proximité, on est peut-être bon de le mettre le plus près possible, au lieu d'aller le mettre à Chambord, où c'était le... Mais je te dis pas qu'à Chambord, c'est pas nécessaire qu'il y en ait un. Ils ont fait une MRC. Mais penses-tu que la MRC, Marie-Chapdelaine, est en danger, qu'on pourrait revenir là-dessus? Non, puis... non. Parce que là, effectivement... C'est plus qu'une levée de bouclier qu'on va avoir, parce qu'on s'identifie à la MRC d'ici. Et tu sais que toute mon attention sur la question du message politique à caractère identitaire, on s'identifie à la MRC de Maria-Chapdelaine. Oui, clairement. Ça nous ressemble. J'habite plus là, puis je m'identifie encore. Ça nous ressemble, et c'est pour ça qu'il faut que nous continuions à exiger qu'il y ait des services à caractère gouvernementaux dans notre secteur. Là, surtout, on fait de la décentralisation. Et ça, cette exigence-là, oui, on ne la fera pas avec des armes, OK? On n'est pas ni en Russie ni en Ukraine, mais on peut faire... Une culture démocratique. Oui, mais on peut faire effectivement... Faire de la pression. Et des pressions, et faire valoir les argumentaires. Je le sais que des argumentaires, il paraît que ça fonctionne, puis ça ne fonctionne pas. C'est souvent de fois parce que tu as quelqu'un qui est politiquement plus fort ou électoralement plus fort qui te permet de faire en sorte que tu puisses l'avoir. Mais il y a d'autres choses. OK? Je te dirais
Puis là, je m'avance. Vas-y. Je dirais que l'analyse des fonctionnaires de la région sur où doit s'implanter et où doivent se développer les services gouvernementaux est biaisée essentiellement par une seule chose, OK? Et c'est toujours ce même pattern-là qui est mis de l'avant depuis 1970 et avant. Ouais. Ça a toujours été le même type de pattern, OK? Et ce pattern-là, ça oscille en entour de Saguenay aujourd'hui, Alma et Roberval. Et Roberval, de plus en plus, OK? Quand tu es obligé de faire de la publicité pour faire venir ton monde chez vous, là, c'est parce que, oui, tu as du monde qui se dévitalise quelque part. Ben oui. Bon, ben c'est bien intéressant tout ça. Un petit mot sur le règlement avec les victimes de Paul-André Harvey là, au niveau de la religion, donc des abus qui ont été faits. On parle de 13,7 millions de dollars qui vont être versés aux victimes. Tout ça là, pour éviter, bon, en fait, je veux ton analyse, mais moi, ce qui me fait suer, en fait, c'est qu'on ait attendu aussi souvent, tu sais, pendant longtemps, là, on n'a pas d'argent, puis là, finalement, à go, on est capable de trouver 13,7 millions de dédommager les victimes. Les victimes ont attendu encore 7 ans de plus avec ces traumatismes-là, en sachant pas, en devant être, en plus, des personnalités publiques, là, parce que là, on va les interviewer, on va leur poser des questions, là, ils sont identifiés comme victimes maintenant. Je trouve ça un cheap. J'ai un acte qui est commis par un individu qui fait partie, oui, d'un ensemble, d'une collectivité qui s'appelle la religion catholique, qui fait des individus qui est reconnu coupable. On revient contre lui, non pas pour les gestes justes qu'il a posés, oui, ces gestes-là, mais parce qu'il avait une question d'autorité à caractère religieux, et on dit, bon, ben c'est la religion, ou c'est l'évêché qui est responsable. C'est bien démontré qu'ils ont caché les choses puis qu'ils déplaçaient les prêtres quand ils étaient pognés dans une autre... En tout cas... Mais où je veux en venir, c'est que, où c'est difficile, OK, est-ce que l'institution qu'est l'Église catholique a, dans la région, l'évêché, dans la région, a une responsabilité des actes qu'un individu commet, même s'il est dans son organisation. J'essaie de faire valoir, c'est ça qui a été au cœur du pourquoi on a tant attendu avant, puis parce que, regarde, les évêques n'ont jamais, avant Monseigneur Renégué, n'ont jamais voulu faire non plus s'excuser. Tu comprends? Oui, mais c'est parce que quand tu t'excuses, c'est que tu reconnais que tu es coupable de faire quelque chose. Ils sont coupables. Pas nécessairement. Moi, je dis pas nécessairement. Oui, il y a quelqu'un qui a utilisé Quelqu'un avec un S, là, il y en a partout à travers le monde. Écoute, des scandales, la religion catholique, la pédophilie, là, il y en a. Écoute, ça n'a plus de sens. Es-tu déjà allé au Vatican? Si les murs sont en or, il y en a de l'argent. Aidez justement votre prochain. C'est ça votre doctrine? Là? Aidez-vous à vous aider. Là. Parce que moi, ce que je trouve encore plus dommageable, c'est la cicatrice que ça a laissée aux personnes. Ben oui. Et ça, c'est pas juste l'argent qui peut être capable de régler cet élément-là. Il y avait, je prenais la déclaration de la présidente qui disait « Ce matin, pour la première fois, je me suis senti écouté. » Parce que, bon, l'évêque venait de faire des excuses. Elle s'en foutait de l'argent. Enfin, on m'a écouté sur ce que... Ça, là... On n'essaie pas de me faire passer pour une menteuse. Là. Exact. Tu comprends? On n'essaie pas de me dire que je veux manipuler quelqu'un, puis que je veux... ça, là, c'est peut-être la compensation. Fort probablement, là, puis il y en a qui ont resté avec des séquelles, et puis que c'est quand même très dommageable. OK? Je comprends pas que ça puisse être avec l'argent, par exemple, qui puisse le faire. Je pense qu'il y a des gestes qui se doivent d'être... Ce que l'évêché s'est aussi engagé, puis qu'est-ce que ça va amener? C'est que cela ne se reproduise plus. C'est-à-dire qu'on va s'organiser pour que
l'encadrement au niveau des prêtres et des curés soit peut-être plus grand lorsque tu as une responsabilité. De toute façon, Jules, ça n'arrivera plus parce qu'il n'y en a presque plus de prêtres, puis il n'y a plus personne qui va dans les écoles religieuses. Non, mais tu sais, on est passé à d'autres choses. Là, ben, raison de plus pour régler tous ces dossiers-là avant justement de monter à la prochaine marche. Hey, on prend une petite pause. Okay. On revient tout de suite après la pause. À tout de suite. La série documentaire Les artisans de la terre présente en un clin d'œil le quotidien de 8 producteurs agricoles du nord du lac Saint-Jean dans la MRC de Maria-Chapdelaine. Au fil des saisons, nous rencontrons ces artisans, des fois pour échanger, d'autres fois pour observer, et toujours pour admirer l'effort et la passion qui les habitent dans leur travail de la terre. Découvrez différentes productions agricoles d'une façon simple, sans artifice, mais qui sauront vous captiver et vous surprendre. L'agriculture dans ce qu'elle a de plus vrai, authentique et grandiose. On est de retour de la pause. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Pour nous, ça a été fantastique. On a eu du fun au bout. On a eu le temps de prendre un spa. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Merci, Jules, d'être encore là. Je t'amène sur un sujet qui, pour moi, est essentiel, hyper important. 8 mars cette semaine, c'était la Journée internationale du droit des femmes. Écoute, moi, je me considère comme un allié du féminisme. C'est une question que je trouve essentielle. Bon, je sais qu'on a plein de combats que les femmes ont remportés ici, puis on ne peut pas comparer la situation avec une femme qui va vivre au Yémen, par exemple, ou au Congo, mais il reste du chemin à faire, puis c'est important de le dire, puis de le marteler pour qu'on arrive finalement un jour à la sacro-sainte égalité homme-femme. Et à commencer par l'équité salariale. Il y a encore un 10 qui traîne quelque part. La violence faite aux femmes, le féminicide, je veux dire, ça. C'est une question comportementale et plus que juste une question de droit. Là, OK? Et je dis comportemental et éducationnel, c'est là-dessus aussi qu'il faut retravailler et continuer de travailler. Il y a des éléments de caractère publicitaire qui sont nés, mais depuis que ces éléments-là sont nés, on dirait qu'il y a plus de féminicides qu'il n'y en a jamais eu. On sait que l'année dernière, et là, au cours des 2 dernières années, là, il y a eu des féminicides. Là. Bien, la pandémie, on a démontré très clairement que la pandémie a fait reculer le droit des femmes là, au Québec, au Canada. Là. Il fallait qu'ils restent à la maison pour garder les enfants, même s'ils travaillaient. Ben, moi, je l'ai fait, moi aussi. Oui. Non, mais tu sais, je sais pas, je trouve que... Écoute, la violence faite aux femmes et aussi toutes les femmes invisibilisées, hein, parce qu'on va parler des femmes, mais moi, j'aimerais qu'on parle aussi des femmes autochtones, des femmes des différentes ethnicités qu'on retrouve au Canada. Il y a beaucoup, beaucoup de combats à mener encore, là, puis on est loin, loin, loin d'être arrivé au bout du tunnel. Là. Oui, il faut qu'on persévère. Mais il faut aussi aller au-delà d'une journée. Ben oui, mais la journée, je pense qu'elle est juste là pour nous le rappeler, puis il faut que ça soit tous les jours. Il faut que ça soit... Et il faut aussi qu'on change un peu. Il faut arrêter là, d'essayer de protéger les petites filles. Il faut éduquer les garçons. C'est tellement important. Là. Et je te dirais, il y a aussi une responsabilité de la presse qui doit entrer en ligne de compte. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des reportages, des analyses et
de l'information qui est véhiculée sur c'est quoi la réalité de la femme dans tel milieu, à tel moment, par rapport à celle des hommes qui sont dans les mêmes types de choses. Et ça, là-dessus, il y a peut-être un élément, tu comprends, le jour où on va peut-être avoir davantage d'informations sur, justement, l'absence, on dit il reste du chemin à faire. Mais le chemin est là, OK? C'est par des actions qu'il faut... Oui. Le jour, tant et aussi longtemps qu'on va attendre que l'action arrive avant d'en parler, il y aurait peut-être avantage à ce qu'on puisse faire partie du débat public, OK, de l'information sur voilà la réalité dans tel milieu et qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable de la changer. Oui, puis aussi arrêter de mettre le poids sur le dos des femmes. Parce que, tu sais, je vais te donner un exemple. Là, il y a eu, mettons, une agression sexuelle sur un collège américain. Là, la solution, c'était de dire aux filles, ne sortez plus le soir, restez enfermées. Mais pourquoi d'abord on n'aurait pas pu dire, bien, il n'y a plus un gars qui a le droit d'être sur le campus du collège passer 10 heures. Là, les gars auraient dit, « Oh, mais là, mes droits et libertés. » Ben oui, mais là, on oblige quoi les filles à s'enfermer pour leur sécurité? Ça n'a pas de sens, là. Il faut aussi là, que les hommes, on se lève puis qu'on prenne notre part du problème puis qu'on change les choses. En tout cas, moi, je trouve ça important vraiment d'éduquer les jeunes garçons sur les réalités de où on est aujourd'hui. L'éducation, l'information et la formation sont, à l'évidence, un élément de solution qui peut faire en sorte qu'on puisse assister à cette équité et cette égalité. J'espère. Bon, je t'amène sur un autre sujet. Ton bon ami Jean Charest qui va se lancer finalement aujourd'hui même, hein, il voulait que tu sois en ondes pour commenter ça directement, dans la course au Parti conservateur. Ça sera pas simple pour M. Charest parce que il représente bon, il était premier ministre libéral, libéral en guillemets, parce qu'il a dirigé le Parti libéral comme un parti conservateur, selon moi. Mais bref, il y a ça. C'est aussi un gars qui est pas dans la frange sociale du conservatisme, il est plus dans la frange économique. C'est un gars de son époque, tout qu'un politicien quand même. Moi, c'était pas mon préféré, mais on doit avouer que c'est un homme politique, un très bon debater, très bon dans les débats, etc. Puis face à lui, bien, il y a toute la droite plus sociale, religieuse. Puis on voit qu'il y a beaucoup de candidats aussi qui ressortent de cette droite-là, qui vont être sur les rangs. Comment tu analyses cette campagne-là? Je lisais, je me rappelle plus là, du nom du chroniqueur, mais il disait ça va être plus difficile de gagner la course à la chefferie que de gagner les élections pour M. Charest. Bien, selon le dernier sondage, c'est l'inverse. Hein? Ouais. Peu importe qui va être chef entre Poilievre et Charest, il arrive deuxième. Là. Il n'y a personne pour battre encore Trudeau, semblerait-il, selon les sondages. Okay. Mais on n'en est pas. Trudeau sera plus là pour cette élection, selon moi. 4 élections, il y en a déjà 3 de gagnés. À moi, ça fait longtemps qu'elle a fait partir. Ouais. Mais juste un point là-dessus. Je ne suis pas sûr que M. Charest va réussir à rallier le Parti conservateur. Ce que je suis sûr, c'est qu'à l'issue de cette élection, il y aura 2 partis conservateurs. Oui, toi, c'est ce que tu penses aussi. Okay. Ben, je suis assez pas mal convaincu que c'est ça. Il va y avoir une scission à l'intérieur des partis. Si, entre autres, M. Charest passe. OK? Si l'autre passe, il va aussi y avoir une scission parce que tu as toute l'aile de l'Est du Québec, au Québec et même en partie de l'Ontario, qui sont peut-être davantage, entre guillemets, même si c'est drôle de dire ça, progressistes, conservateurs. Et ça, cette aile-là, elle a une influence, mais actuellement, c'est l'Ouest canadien qui décide de ce que sera le Parti conservateur. On voit ce que ça donne, là. Non, puis on se rappellera que M. Harper détestait M. Charest. Il va probablement mettre son grain de sel aussi dans cette course-là. Je ne sais pas. Tu sais pas? Il a été correct de ne pas intervenir. Il a intervenu, là, concernant M. Charest, en indiquant que c'était peut-être pas l'occasion de pouvoir le faire venir. On a bien que M. Charest pour le faire sortir de son métier. Oui, fort probable, là, fort probable. Mais il restera que
ce parti-là va redevenir deux partis. Peu importe ce qui va se passer. Donc, on est pris avec les libéraux pour encore 10-15 ans? Ben, peut-être pas nécessairement Un peu pris. comme l'époque de Jean Chrétien. Je pense que ce qu'on va assister, c'est au maintien des gouvernements minoritaires. Oui. Ça, je pense on a appris à travailler avec des gouvernements minoritaires. Ça amène plus de débats. On apprend à travailler aussi continuellement avec des gouvernements minoritaires. Moi, je pense plus que c'est à cela que l'on va. Par contre, ce que l'on va aussi assister, c'est à la polarisation des votes. Oui. OK? Ben oui. C'est-à-dire l'Ouest contre l'Est. Même au Québec, là, parce que Jean Charest ne fait pas l'unanimité. Là. Il y a des gens qui le Exact. détestent, il y a des gens qui l'adorent. C'est ça, c'est ça. Il laisse personne indifférent. Ça va amener la politique prochainement, ça va être ça. Ça va être de la polarisation sur des idées ou des concepts, mais qui vont faire en sorte qu'on va assister, je pense, à des gouvernements minoritaires, mais aussi à cette division-là dans l'esprit des Canadiens qui existe, mais qui va maintenant s'exprimer. Est-ce que tu penses que M. Charest, à la tête du gouvernement conservateur, pourrait nuire au Bloc québécois en allant chercher, en démontrant la possibilité d'aller chercher un gouvernement majoritaire conservateur? Par contre, il va falloir que son discours soit progressiste plus que conservateur. Ouais. Il reste que l'électorat québécois, OK, pourquoi est-ce que c'est qu'on donne notre appui au Parti libéral? OK, c'est qu'il est le parti un peu plus social dans ses politiques. Tout en et restant ça, économique. c'est ce que nous, on veut avoir. Oui, c'est ça. OK? J'ai toujours dit que les Québécois étaient des capitalistes de poche et des socialistes de cœur, mais au niveau de cet élément-là, c'est encore vrai. Un parti politique qui est vraiment trop à droite, OK, ne peut pas nécessairement percer au Québec. Il va percer sur une certaine partie de la population, mais pas sur la majorité. Oui. Or, ça va permettre, oui, l'établissement. Le Bloc québécois, c'est un peu ce que les créditistes étaient dans le temps. OK? C'est-à-dire la voix du Québec dans le Canada. OK? Cette forme-là, tant et aussi longtemps que cela va rester, ça va faire en sorte que, un, il n'y aura pas l'indépendance du Québec et que, deux, tu vas avoir ta toujours voix. des gouvernements minoritaires aussi. Là, Exact. Parce que ça prend... Exact. Donc, je ne pense pas... Je pense sérieusement que ce qu'on va assister avec M. Charest, surtout s'il remporte cette élection-là, c'est à deux partis conservateurs, et s'il la perd, je pense qu'on va assister aussi à un deuxième parti conservateur et un parti conservateur scindé. Je pense, sérieux. On va vérifier ça, hein? On a jusqu'au 10 septembre là, pour en parler. Dernier petit... encore quelques petits sujets. Qu'est-ce que tu penses de la mouture de la loi sur les langues officielles qu'Ottawa veut faire passer à la Chambre des communes? Semblerait-il que ça devrait donner un petit peu plus de place aux Français dans les institutions fédérales ou dans les entreprises qui sont... si j'étais à Air Canada, j'aurais peu. Mais je pense que c'est nécessaire si on veut conserver la question d'un Canada bilingue. Ben oui, qu'il y ait... Ça fait longtemps qu'on le sait là, que le bilinguisme existe au Québec, mais au Canada, c'est ça. Tu ne l'as pas fort. On parlait du droit des femmes tout à l'heure. Il y a aussi le droit des francophones au Canada qui se doivent d'être respectés et que cette loi-là va redonner certaines dents, mais peut-être pas toutes les dents, le dentier au complet. Mais ça va permettre d'atténuer. Est-ce que tu trouves ça paradoxal? Là, je pose la question, là, je n'ai pas la réponse, mais mettons une formation politique comme le Bloc québécois qui me dit, bon, c'est une bonne idée qu'on renforce le français dans les provinces anglophones, mais qui est contre, mais qui veut absolument qu'il y ait moins d'anglais dans le Québec. C'est pas un peu paradoxal? Oui. Ben, c'est la position du
la position entre deux chaises du Bloc québécois, qui a toujours été, qui existe depuis le début. Tu sais, si je veux défendre... Non, mais c'est ça, on ne peut pas avoir une orientation claire là-dessus, tant et aussi longtemps qu'on se dit, nous, on veut défendre les intérêts du peuple québécois. Or, on est en majorité. Oui, mais la loi, cette loi-là... Mais c'est n'importe quoi. Moi, quand on mettons là, la loi sur les mesures d'urgence, le Québec veut pas de ça. Nous, on parle au nom des Québécois. Sondage, 72 des Québécois appuient la loi des mesures d'urgence. C'est pas un peu n'importe quoi, ça? Moi, je suis un peu tanné là, de ça, là, de me faire parler en mon nom, quand techniquement, là, on le voit très bien, très facilement, que c'est pas vrai qu'on dit ça. Là. Ah oui, ça a des... En fait, j'ai de la misère à parler du Bloc québécois. Si tu veux, on va changer de j'ai de la misère à en parler parce que, par rapport au fait qu'il est, oui, ce parti qui représente des éléments à caractère québécois, comme les créditistes l'étaient dans le temps. Je sais que je me répète, mais c'est cela. Et ça fait en sorte que, oui, le discours que je donne, quand c'est le temps de regarder quelque chose, Anne-Marie ou quoi Anne-Marie, tu n'es pas dedans. Tu ne peux pas avoir un discours cohérent quand tu le regardes comme cela. Ça ne veut pas dire que le discours Anne-Marie ou quoi Anne-Marie est conséquemment toujours non seulement pertinent, mais cohérent, parce que là aussi, lorsque j'ai le Parti libéral qui dit qu'il faut améliorer la loi sur le français au Canada, ça va être quoi l'impact? Ou améliorer notre bilan carbone quand on ajoute un pipeline à 12 milliards. C'est en plein ça. Génial. Hey, un dernier sujet pour... on va en parler. On va parler de l'Ukraine. Ça s'enlise. Oui, tu as eu l'occasion, je pense, entre autres, de participer à un panel sur la question. Globalement, puis là, je vais jouer aux journalistes. Mais globalement, ça a été quoi l'idée qui s'est amené de ton côté et de l'ensemble des autres. Pour faire, là, je vais essayer de le vulgariser correctement. Là. Mais moi, l'analyse que j'en fais, il faut revenir là, dans l'idéologie de la Grande Russie. Donc, on remonte au 15e siècle. Ce qu'on appelle le panisme ou le panslavisme, c'est l'idée idéologique de dire on va rassembler les peuples slaves et on va se protéger. C'est comme ça qu'a été construit, en fait, l'idée de la Russie. Pourquoi ça fait autant peur aux Européens? Parce que c'est la même doctrine qu'on appelait le pan-germanisme que Hitler a utilisé pour agrandir en allant chercher les territoires. Bref, on a ça. Depuis longtemps, la Russie est un empire. Et là, quand on regarde les facteurs de puissance, historiquement, le facteur de puissance, c'était ton armée. Un homme égale un fusil. Donc, plus tu avais de citoyens, plus tu étais fort. Aujourd'hui, les facteurs de puissance, ils sont multiples pour les pays. Et l'analyse que fait Vladimir Poutine, c'est, écoutez, dans le facteur de puissance militaire, on est encore là. Mais dans toutes les autres, là, économie, sociale, culture, ils ne sont plus là et ça descend et ça tombe. Donc, ce qu'on assiste, c'est que tranquillement, l'Empire russe est en train de s'effondrer. Quand un pays est en train de perdre ses facteurs de puissance et que c'est une démocratie, il va faire des réformes pour changer. Mais un dictateur, lui, il va essayer d'asseoir son pouvoir par la force. C'est exactement ce qu'il fait en ce moment, en essayant de protéger son espace vital, l'état organique. Là. Fait que là, et il est vraiment en train de rater sa transition parce qu'il s'embourbe dans une guerre. Écoute, il pensait que ça allait prendre 5 jours et effectivement, là, il s'est vachement trompé. Là. Je pense que le mauvais calcul qu'il a fait, c'est de dire, bon, les Ukrainiens ont juste 100 000 hommes, on en a 1 million, mais les Ukrainiens, c'est 40 millions de personnes qui peuvent protéger leur territoire. Et là, même les peuples slaves ailleurs, on peut en penser aux Bulgares, aux Serbes, sont en train de lâcher un peu l'idée du panslavisme, là, de la protection des peuples slaves, parce qu'il y a l'attrait de l'Europe, il y a l'attrait d'avoir des vies. Puis, tu sais, il faut comprendre que la Russie, c'est une dictature autoritaire. Donc, une dictature autoritaire, c'est un régime parlementaire, donc une démocratie, qui tranquillement utilise les leviers de la démocratie pour devenir un régime... pour renforcer, en fait, la force du régime. Enlever les opposants, les journaux qui ne marchent pas. On a vu plein de journalistes se faire empoisonner, mourir, donc tous ceux qui étaient contre le régime. Ce qui fait que les Russes, moi, j'étais encore là en 2019 à Moscou, je veux dire, ils ont la même vie que nous autres. Là. Ils vont au cinéma, ils vont au restaurant, ils font la fête, ils ont des enfants. Mais ils n'ont pas le droit de parler de politique. Ils n'ont pas le droit de manifester. Tu sais, une manifestation comme on a eu à Ottawa, là, ça dure moins... Ben, on l'a vu, là. On a arrêté 1600 personnes en 2 heures lorsque la guerre a débuté. Donc, on a
on a cet aspect-là, et là, le régime est en train de de devenir totalitaire, en fait, parce que là, on veut contrôler la pensée des gens en les nourrissant d'une information unique. Donc là, on durcit vraiment le régime. Moi, j'ai des contacts là-bas qui disaient, là, on perd nos jobs, on n'a pas d'informations, on parle de plus en plus sur le terrain de conscription pour les Russes. Et pendant ce temps-là, en Ukraine, il y a des gens qui meurent. Oui, il y a des doléances qu'on peut comprendre. On peut comprendre que l'OTAN et l'Europe ont menti en lien avec l'expansion de l'OTAN vers l'Est, en lien avec, oui, il y a tout ça, mais ça ne justifiera jamais une intervention militaire où on bombarde des hôpitaux. En tout cas, ça, c'est mon analyse, là. Puis là, il y a plein d'autres enjeux, parce qu'il y a un enjeu identitaire, hein, parce qu'il y a des forces souverainistes aussi qui sont là, qui font partie de la problématique. Il y a des notions géopolitiques, parce que la Crimée, pour elle, c'est le plus grand port naval militaire des Russes. Puis la Crimée, ça appartenait à la Russie. C'était donné par Khrouchtchev en 1954, après la mort de Staline, à l'Ukraine. Mais c'était les frères, c'était les Slaves. Ça faisait partie de l'URSS. Mais il reste que cette base militaire-là, c'est le seul accès aux mers chaudes, donc à la Méditerranée via le Bosphore, pour le monde, en fait. Donc, c'est essentiel. Puis là, il y a plein d'éléments là, dont on pourrait parler. Puis il y a aussi des fausses informations. Ou des fausses informations ou des informations qu'il faut prendre avec parcimonie. Parce que Poutine dit, entre autres, on veut dénazifier l'Ukraine. C'est vrai qu'il y a des groupuscules néo-nazis d'extrême droite en Ukraine. Il y en a aussi en Russie, il y en a au Canada, il y en a partout. Mais il faut comprendre que ces groupes-là représentent 2 à 3 % de la population. C'est la même incidence que ce qu'a Maxime Bernier au Canada. Là. Tu comprends? Donc, c'est rien. Ça ne peut pas se faire élire un député. Là, t'sais. Donc, là, il faut remettre les choses en place. Puis oui, il y a eu des exactions. Puis oui, il y a des souverainistes dans le Donbass, dans le Louhansk, qui veulent rejoindre la Russie, comme un peu les souverainistes au Québec. La seule différence, c'est qu'ils ont un passé, ça fait 1000 ans qu'ils vivent sous des dictatures tsaristes ou communistes. Ils ont été habitués de gérer les problématiques par la violence. Nous, on est habitués à la démocratie. Fait que nos mouvements pour l'indépendance ici sont démocratiques, en fait. C'est une autre affaire. Là. Il n'y a personne qui a pris les armes en 80 et en 95. Donc, je sais pas. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est un Poutine isolé, que lui, son idole, c'est Staline. D'ailleurs, quand j'étais à Moscou, on voyait beaucoup qu'on était en train de réhabiliter Staline comme personnalité historique positive. Donc, on enlève, en fait, tout ce qu'il a pu faire en lien avec les goulags, ces affaires-là. On le réhabilite plus au niveau de la Grande Guerre patriotique, qui est la Deuxième Guerre mondiale pour les Russes. Donc, on est en train de le réhabiliter, puis on voit le fonctionnement, et Poutine rêve de retrouver la Grande Russie, donc les zones d'influence. Parce que là, la Russie perd de plus en plus ses zones d'influence. On voit la Géorgie, on voit les pays baltes, l'Ukraine, puis là, on peut parler, mettons, qu'un pays comme l'Arménie a besoin de la Russie, mais parce que c'est tout petit puis c'est perdu, là, parce que sinon, je pense qu'ils veulent aussi s'émanciper, hein, mais ils sont pris entre des pays qui ne veulent pas que l'Arménie s'émancipe. On a vu d'ailleurs à l'automne, au Kazakhstan, des foules se lever, le gouvernement, on a invité l'armée russe à venir aider. Même chose au Bélarus lors des élections. Ça brasse là-bas. Et je pense que la seule manière par laquelle ça peut se régler de manière correcte, c'est par un soulèvement populaire et puis qu'il y ait un renversement du gouvernement, comme en 1917 en Russie. Est-ce qu'on peut penser l'avoir? Selon les informations qu'on a... Là, en ce moment, là, Poutine, là, la place... Moi, les informations que j'ai sur le terrain, là, la place rouge est fermée. C'est rendu un grand bunker avec le Kremlin, où là, c'est militarisé, tu ne peux plus avoir accès à ça. Poutine est enfermé là-bas avec ses généraux, puis il faut comprendre que lui, il est avec des gens qui sont toujours d'accord avec lui parce qu'il menace, comme Staline le faisait, ses proches, donc les familles des proches, pour qu'ils soient d'accord. Donc, il y a une pensée unique. Il ne se fait pas confronter, et là, il est certain de sa vérité. Maintenant, en ce moment, quand c'est l'armée qui est dans les rues, tu crains pour ta sécurité. Mais la journée, parce que là d'ici juin, l'économie russe là, va être totalement effondrée. Et là quand tu n'es plus capable de faire manger tes enfants, là, ça devient une autre problématique. Puis que les Russes peuvent peut-être se faire mentir par leur gouvernement, mais à un moment donné, ils se posent des questions. Pourquoi il n'y a plus de McDonald's? Pourquoi il n'y a plus d'IKEA? Pourquoi il n'y a plus de Starbucks? Pourquoi il n'y a plus de denrées dans nos épiceries? Pourquoi on n'a plus accès à ça? Pourquoi mon argent ne vaut plus rien? Pourquoi je n'ai pas accès à ma Mastercard? Là, les questions vont se poser. Puis quand les gens ne seront plus capables de nourrir leurs enfants, là, ça peut, j'espère du moins que ça va brasser, parce que l'autre problématique que je vois, puis là, je reviens dans l'histoire, c'est que si on réglait ça un peu à l'amiable, on donnait des territoires, on faisait signer un cessez-le-feu, etc., mais Poutine restait en place, l'économie russe n'ira pas mieux,
Et c'est les Russes qui vont payer. Et avec un sentiment de manipulation par de la propagande, on crée une amertume collective. Et c'est ça qu'on a vu dans les années 30 en Allemagne, qui a mené à la montée du nazisme et aux exactions qu'on a vues dans la Deuxième Guerre mondiale. Fait que ça, c'est un danger à long terme. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut que ça passe par, mettons, la libération de Navalny, un changement de politique. Puis, c'est ça. En tout cas, ça, c'est mon analyse, mais les choses peuvent tellement changer rapidement. S'il n'a pas mis le doigt sur... Ça, c'est la grande question. C'est le danger du nucléaire. Là, on ne le sait pas, puis on espère juste, parce que même si l'armée américaine est beaucoup plus forte que l'armée russe, les Russes restent quand même, c'est eux qui ont le plus d'ogives nucléaires au monde. Oui, c'est ça. Puis en plus, tu as le phénomène de la... Actuellement, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas d'intervention de d'autres pays, et même si Zelensky le demande, s'il n'y a pas d'intervention, c'est qu'effectivement, on a peur. Et on a raison d'avoir peur. Parce qu'en ce moment, le rôle de l'OTAN, c'est justement de protéger le monde d'une guerre nucléaire. Parce que sinon, avec tout ce qu'on voit, ça fait longtemps qu'on aurait fait quelque chose. On est en train d'essayer de protéger le monde. Puis c'est dur parce que ceux qui payent, ce sont les Ukrainiens. Mais c'est ça. C'est qu'est-ce qui va arriver du peuple de l'Ukraine. Je veux bien croire qu'ils vont se battre, puis ils vont continuer de se battre. Puis même s'ils prenaient Kiev, ça va encore se battre, là. OK? Ils ne prendront pas Kiev. Je ne sais pas s'ils vont venir quelque part. Écoute, en tout cas, ils vont le détruire comme ils ont fait en Tchétchénie. Ah, ben ils vont détruire la capitale. C'est sûr qu'ils peuvent faire comme en Varsovie en 1944, puis détruire la ville. T'sais, il restait 1 des bâtiments de Varsovie debout après la Deuxième Guerre mondiale. Mais non, son idée, c'est de garder ce territoire-là. Après, tu vas tout le détruire, tu vas t'annihiler, tu vas tout détruire, puis les gens vont être fâchés après toi. Je comprends ton élément d'analyse de base là, sur ça. Pour moi, là, quand je regarde ce qui se passe, et surtout l'individu de ce qu'il y en a, il peut y croire à cela, mais ça devient accessoire. Ça lui permet de faire en sorte que de maintenir actuellement dans son discours les Russes de son côté, pas nécessairement de son côté, mais de faire comprendre, sauf que c'est beaucoup plus une question d'individu personnel, de pouvoir personnel. Je ne veux pas utiliser le mot fou, c'est pas un fou. Okay? Non, il est très calculateur. C'est ça. Par contre, c'est essentiellement... Mais là, il s'est mis la main dans l'engrenage, il est pris là. Puis il y a des gens qui vont me dire, mais ils sont bien niaiseux, les Russes, de croire à tout ça. Il faut savoir que là, il y a encore un appui de 55 en fait, des Russes à Poutine. Mais rappelez-vous, 2003... c'est 70 des Américains qui étaient d'accord à ce qu'on envahisse l'Irak sous de fausses allégations. Là. Donc, on peut tous être manipulés. Il faut faire attention à notre démocratie. Merci, Jules. Merci à vous. Passez une belle semaine et on se voit la semaine prochaine. Bye-bye.